Bonjour tout le monde. Merci d'être parmi nous. Nous sommes ici dans l'atelier numéro 1, mettre en valeur le patrimoine de manière cohérente. Alors, c'est le moment de vous ajuster, être sûr que vous êtes à la bonne place. Je suis de l'OCPM, je suis analyste à l'Office de consultation publique. Aujourd'hui, on m'a gentiment demandé d'animer cette rencontre en compagnie de 3 personnes pour réfléchir à cette question en lien avec le secteur Bridge Bonaventure, à savoir comment on fait pour mettre en valeur le patrimoine dans un secteur comme ça et de le faire de façon cohérente. Il va y avoir une présentation de 10 minutes de chacun des intervenants et après un échange de 20 minutes entre les intervenants et finalement, on a réservé quand même une grande partie de l'atelier pour vos questions. Alors, vous pourrez à ce moment-là poser vos questions. Alors, je vais commencer les présentations. Vous voulez bien? C'est bon? Tout va bien? Alors, avec Madame Joan Burgess, qui est professeure titulaire au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal. Elle enseigne l'histoire socio-économique et urbaine et intervient dans la formation en muséologie. Depuis 2006, elle dirige le laboratoire d'histoire et de patrimoine et de patrimoine de Montréal. Et ses projets récents s'intéressent aux représentations du Montréal victorien, à l'histoire des pratiques et des espaces commerciaux dans la ville, ainsi qu'à la géographie et aux modalités d'apprivoisonnement alimentaire. Alors, sachez que ces travaux ont été récompensés, notamment par le prix ACFAS, André Laurando en 2015, et l'Or de Montréal en 2017. La même année, elle a été nommée à la Commission de toponymie du Québec. Alors, bienvenue parmi nous, Madame Burgess. Et je pense que je vais faire les présentations, vos biographies, juste avant votre prise de parole. Ça vous va? Oh, je vais quand même le dire vite. Après, ce sera Taïka Bergeron, chargée de recherche dans un organisme de gestion immobilière transitoire entremise, et René Binette, qui est directeur général de l'Écomusée du Fier-Monde. Alors, plus de détails suivront. Alors, oui, allez-y, c'est supposé marcher. Alors, bonjour, bon matin à vous tous. Je m'excuse, je vais lire. Comme j'ai peur de mes 10 minutes qui vont s'écouler très rapidement, vous verrez à l'écran mes diapos et je vais les commenter. Voilà. Alors, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Le titre de ma présentation dit bien les objectifs que je poursuis, la mise en valeur du patrimoine industriel et le respect de l'esprit des lieux, quelques pistes de réflexion. Ma présentation va être en 2 parties. D'abord, je vais tenter de cerner le sens des mots qui expriment 2 des principes qui doivent guider le renouvellement du secteur Bridge Bonaventure. Et ensuite, je vais évoquer rapidement quelques exemples de requalification urbaine qui témoignent de diverses manières de la prise en compte de ces principes et qui viennent d'ailleurs que de l'expérience montréalaise pour la plupart. Donc, commençons. Je vais essayer de donner les cues à mon assistant. Faites-moi confiance, je vous regarde là. Commençons par le concept de mise en valeur ou de valorisation du patrimoine que tous utilisent, mais qui est rarement défini. 3 propositions ont retenu mon intérêt. Une première, que vous voyez à l'écran, qui est plus générale. Une seconde, associée à la médiation culturelle, où on va parler donc de la mise en valeur du patrimoine qui traditionnellement est associée à la médiation culturelle et repose sur des actions visant à le faire connaître, à le diffuser, à le promouvoir. Une troisième qui est mieux arrimée à la requalification des espaces urbains, où il est question finalement de reconnaître que le patrimoine est un acteur dans une dynamique de mutation, de revalorisation et de redéfinition culturelle et identitaire des lieux. L'autre concept clé est celui de l'esprit des lieux. Or, il s'agit d'un concept qui a ses origines dans la réflexion sur la mise en valeur et l'interprétation de sites historiques et patrimoniaux. Et j'ai reproduit deux réflexions, mais je vais quand même insister sur la citation d'Annette Viel, qui me semble particulièrement importante. Les lieux sont marqués par le temps qui les a façonnés, un temps significatif où émerge une force souvent impalpable. L'esprit des lieux, c'est en quelque sorte cette aura qui transcende les champs d'intervention
créant un fil conducteur qui traduit ces lieux et permet d'en saisir et d'en interpréter l'essence. Ensuite, avant de passer à la présentation rapide des exemples, il faut, il me semble, être conscient du fait que le concept de l'esprit des lieux appliqué au patrimoine industriel soulève immédiatement la question du territoire qui porte les traces de l'industrie et de son échelle. Et donc, j'ai évoqué certaines de ces échelles différentes qui peuvent faire l'objet de nos préoccupations. Donc, si on passe à cette présentation rapide d'un ensemble d'exemples qui viennent de différents contextes, un premier, d'abord. Mon seul exemple montréalais, donc un ensemble industriel d'échelle modeste, le complexe industriel Alphonse-Raymond Limité, dont la requalification, effectuée en 2 temps, a été respectueuse de son passé industriel et en conserve des traces. Mais il faut comprendre qu'il s'agit d'une échelle très différente de celle qui nous concerne avec Bridge Bonaventure. Et donc, vous avez d'autres images de ce complexe que j'affectionne particulièrement. Si on passe ensuite à 2 autres cas de figure qui s'écartent aussi des objectifs visés, mais qu'il faut évoquer. Donc, on a des cas de musification comme stratégie de mise en valeur et de respect de l'esprit des lieux avec le site d'abord de New Lanark en Écosse et ensuite un autre site peut-être plus près de nous, Lowell au Massachusetts, ville du textile, qui a aussi fait l'objet d'une muséification. Ensuite, il y a je dirais un autre exemple, mais un troisième exemple qu'il faut éviter, c'est la stratégie de la démolition-requalification. Un exemple parmi plusieurs qu'on pourrait citer, Glasgow, les berges de la rivière Clyde, qui ont été un site extraordinaire d'activité dans la construction navale, et où finalement les vastes chantiers navals ont été démolis et les friches industrielles font l'objet d'une transformation radicale. Et on voit finalement ici, toujours à Glasgow, le seul rappel, en tout cas évident, de la riche histoire industrielle du lieu avec un musée du transport et un navire restauré, construit dans ces chantiers qu'on peut visiter. Passons maintenant à ce que j'appellerais peut-être davantage le vif du sujet, la mise en valeur de grands ensembles industriels pour essayer de conserver les traces de l'esprit du lieu. Donc, le Distillery District de Toronto, que vous connaissez peut-être, où là, on voit vraiment un exemple de conservation d'un patrimoine exceptionnel auquel on va confier de nouvelles vocations commerciales et culturelles. Encore d'autres images de ce site vraiment assez évocateur. Et ensuite, on voit en fait une stratégie où le site sert de pôle qui va susciter des constructions nouvelles en périphérie du site. Et le patrimoine industriel sert en quelque sorte de levier au développement de la zone périphérique, est en rupture avec la zone qui a été préservée. Un autre exemple que j'aime particulièrement, la filature de Ancoats à Manchester, en Angleterre, capitale évidemment de l'industrie textile britannique. Et on a un exemple ici d'une immense et exceptionnelle filature de coton qui a été sauvée, restaurée et qui accueille aujourd'hui des fonctions résidentielles et autres. Et ces images donnent un aperçu de l'immensité du site. Et si vous allez sur le web, vous voyez vraiment le caractère exceptionnel des travaux qui ont été menés. Oups, vous êtes passé trop rapidement si vous reculez d'un point. Donc, il s'agit d'un projet inspirant aussi par l'engagement de la communauté dans tout le processus de requalification. Vous voyez ici un exemple d'implication de groupes scolaires qui ont pu comprendre le site. Et aussi, si vous passez à la prochaine, il y a vraiment là quelque chose d'exceptionnel dans les projets que j'ai examinés. C'est la volonté de sauvegarder et de promouvoir la mémoire et donc le patrimoine immatériel qui est associé au lieu par un ensemble d'initiatives. Enfin, un autre exemple aussi extraordinaire et exceptionnel, le site du Zollverein en Allemagne, qui est reconnu comme site du patrimoine mondial, dans la vallée de la Ruhr en Allemagne. Et là, je pense, parmi toutes les choses qu'on pourrait dire sur ce site, il faut souligner la vocation culturelle et mémorielle du lieu, entre autres avec un musée important qui est constitué à même le site, et son attrait touristique. Mais ce qui pourrait nous inspirer, c'est peut-être davantage, en tout cas ce qui m'a inspiré,
c'est la place qu'occupent les structures industrielles, voire certaines ruines industrielles dans l'aménagement des lieux. Et on voit donc une piscine extérieure, une patinoire aménagée sur le territoire, mais où le décor, en quelque sorte, est enrichi par ces vestiges industriels importants. Un autre exemple où les vestiges industriels sont mis en valeur, cette fois par une intervention artistique, c'est la ville de Buffalo, à New York, qui était aussi, comme Montréal, un important pôle dans le commerce du grain au 19e et au 20e siècle, et qui a des structures de silos aussi exceptionnelles et qu'on voit ici. Parfait, c'est bon. Donc, ensuite, 3 projets plus ambitieux dans des zones portuaires et maritimes où cohabitent des structures industrielles anciennes et d'importants projets de redéveloppement. À Duisbourg, en Allemagne, d'abord, et j'ai une série d'images qui permettent de constater comment cohabitent dans cette zone portuaire des vestiges de l'époque passée du port et de nouvelles constructions. Une autre série d'images qui permettent de voir comment sont juxtaposés des vestiges et des constructions nouvelles. Et encore, comme ce fut le cas dans... passer la prochaine, aussi la valorisation des ruines industrielles qui sont intégrées au paysage, qui me semble quelque chose de vraiment intéressant. L'avant-dernier exemple, l'ancien chantier maritime LSDM à Amsterdam, dans les Pays-Bas, où là, on voit vraiment une échelle massive des vestiges industriels et une réappropriation par des artistes du lieu. Et si on voit les images suivantes, on voit l'intérieur de cette immense halle, cette immense structure qui est réappropriée et transformée à des fins artistiques et autres. Et enfin, on voit aussi comment, à l'extérieur, on a une utilisation novatrice de structures qui rappellent l'esprit du lieu. On dit qu'il y a une boutique hôtel dans la grue, et ce sont des containers qui sont transformés en résidences étudiantes sur le site. Et enfin, le dernier exemple qui me plaît, celui de Granville Island, en Colombie-Britannique, à Vancouver. Et là, c'est un ancien espace industriel mixte, d'envergure plus petite que le quartier qui nous intéresse, qui a été transformé en quartier culturel et commercial, mais avec la conservation de certaines activités industrielles et de vestiges du site. Vous avez une autre image ici, la suivante, qui nous permet une vue du site au moment où il était un site industriel et le site aujourd'hui. Et ce qui me frappe aussi, si on regarde cette dernière image, c'est la réutilisation d'immeubles anciens et pour des nouvelles constructions, la conservation de forme et de volumétrie qui rappellent la vocation antérieure du lieu. Donc, en guise de conclusion, quelques questions. Comment cerner l'esprit des lieux? Quel est ce lieu dont on veut cerner l'esprit? Quels sont ses paramètres, si on parle maintenant de Bridge Bonaventure? Quel est le fil conducteur pour le traduire et permettre d'en saisir et d'en interpréter l'essence? Comment le patrimoine industriel et l'esprit du lieu pourront-ils ou devraient-ils orienter la revalorisation de ce secteur? Et enfin, je vous laisse avec ce qui me semble être la question fondamentale évoquée ici par Annette Viel. Et là, je reprends une partie de la citation en conclusion. L'interprétation des lieux éveille la mémoire sédimentée d'une manière ou d'une autre au sein du territoire où elle se matérialise. Toute démarche scientifique, on pourrait dire ici toute démarche urbanistique, doit faire écho à l'ensemble des couches de mémoire, favorisant un dialogue de sens entre l'époque où prend place le fait interprété, donc le passé, et celle de sa mise en valeur contemporaine, donc un dialogue entre ce passé industriel et les préoccupations que nous avons aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on voit beaucoup d'images et d'expériences inspirantes. Montréal n'est pas le seul endroit au monde qui se retrouve avec un secteur semblable. Alors, maintenant, je donne la parole à Mme Taïka Baillargeon, qui est docteur en études urbaines et touristiques. Son expertise porte sur les bâtiments abandonnés et plus particulièrement sur le patrimoine oublié et la dévalorisation symbolique du bâti. Dans le cadre d'un postdoctorat en géographie, elle a également travaillé la question des usages et de la mise en tourisme de ces lieux mal aimés.
Taïka travaille actuellement sur les usages temporaires et transitoires. Elle est d'ailleurs chargée de recherche auprès de l'organisme de gestion immobilière Entremise. Alors, on vous écoute. Bonjour. Je suis très contente d'être ici avec vous ce matin. Je trouve que c'est un format qui est très pertinent et agréable. Donc, non, vous n'entendez pas? Je vais essayer de... Hein? Bon. Non, on va ajuster le son. Comme ça? Parlez naturellement, puis on va ajuster le son. OK, super. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous parler d'urbanisme transitoire. Je vais vous parler un peu du contexte montréalais qui a amené l'urbanisme transitoire ici. Donc, c'est un processus d'aménagement qui s'est beaucoup développé, je dirais, dans la dernière décennie, surtout en Europe, mais de plus en plus ici aussi. Donc, je vous présente un peu le contexte montréalais qui nous amène à développer cette pratique-là. Et je vous parle aussi d'entremise un peu de qu'est-ce qu'on fait, des projets qu'on a faits. Rapidement en conclusion. Donc, mais je vais aussi vous expliquer c'est quoi l'urbanisme transitoire, en quoi ça consiste, etc. Donc, le constat auquel je réfère, c'est le constat de la vacance, la vacance des bâtiments qui est dans l'actualité beaucoup dans les dernières semaines. Les chiffres que je vais vous présenter sont pas tout à fait mis à jour, mais c'est pour vraiment vous présenter plus l'ampleur de la chose. Donc, on estime qu'à Montréal, sur l'île de Montréal, il y aurait environ 1000 bâtiments vacants. J'ai pas la... Allez-y, on vous suit. Et de ce 1000 bâtiments vacants, environ un dixième, en fait un petit peu plus qu'un dixième, seraient des bâtiments patrimoniaux. Et là, on entend patrimoniaux cités, classifiés, etc. Donc, c'est sans compter tous ces bâtiments qui ont un héritage mémoriel important pour la collectivité. Donc, c'est un chiffre quand même assez important. Et il faut savoir aussi que ce chiffre-là de 1000 ne contient pas non plus tout ce qui est vitrine vacante, dont on parle beaucoup ces temps-ci, donc commerce vacant, premier étage, locaux vacants, etc. Et d'ailleurs, c'est un problème parce qu'on a beaucoup de difficultés à inventorier donc, ces surfaces vacantes à Montréal. Donc, cette vacance-là, évidemment, amène son lot de risques et de difficultés. On en a les plus importantes ici, vandalisme, vol, diminution de la valeur sociale, économique, patrimoniale aussi, défis au niveau de la vente, des assurances et évidemment tout ce qui est en lien avec le sentiment d'insécurité qui est souvent lié autant aux bâtiments vacants qu'aux espaces vacants. C'est aussi la vacance quelque chose qui coûte très cher. Notamment pour les bâtiments patrimoniaux, les grands ensembles, les bâtiments publics. À titre d'exemple, ce chiffre phénoménal qui a été estimé quand l'ancien hôpital Royal Victoria a fermé ses portes en 2015. Un an plus tard, on estimait les coûts de maintien et de sécurisation du bâtiment à 7,5 millions par année. Donc, c'est quand même assez important. Et donc, voilà, c'est ce contexte-là qui nous amène à parler, à partir de 2015-2016, de l'urbanisme transitoire. Il y a aussi quelque chose qui s'est passé en 2016 qui a vraiment marqué l'imaginaire des gens qui ont commencé à parler de cette pratique-là, notamment à la ville, mais aussi chez Entremise, qui a été fondée en 2016. C'est qu'il y a 6 bâtiments patrimoniaux qui sont passés au feu en 2016. Peut-être que vous vous en rappelez, ça faisait beaucoup partie, ça faisait parler beaucoup. Et ces 6 bâtiments patrimoniaux étaient vacants. Donc, c'était vraiment un dénominateur commun. Et à partir de là, on a commencé à se poser la question, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème-là? Mais ça nous prend des solutions qui sont plus rapides que celles qu'on a mises en place en ce moment. Donc, on s'est dit, à l'instar de English Heritage, la meilleure façon de préserver un bâtiment, c'est de l'occuper. Et ce, même si c'est une occupation temporaire ou partielle. Donc, voilà comment on commence à parler d'urbanisme transitoire. Maintenant, de quoi il s'agit exactement quand on parle d'urbanisme transitoire? Vous avez certainement entendu parler et ou vu des initiatives qu'on qualifie souvent d'urbanisme temporaire. Des initiatives citoyennes ou professionnelles où on installe du mobilier urbain dans des espaces vacants pendant une période éphémère, souvent saisonnière. Donc, village au pied du courant, les jardins Gamelin, etc. Donc, on est dans une visée où on est dans du court à moyen terme, selon les projets. Avec l'urbanisme transitoire, on a un peu le même phénomène, sauf que là, on a quand même une visée plus durable. Parce que la volonté derrière l'urbanisme transitoire, d'une part, c'est de donner accès à des espaces vacants à prix modique. Donc, il y a cette notion d'accessibilité financière à l'espace.
Et il y a aussi la notion de dire, mais nous, ce qu'on veut, c'est ouvrir ces espaces-là pour réfléchir aux projets pérennes. Donc, on offre un espace-temps à des initiatives, des porteurs de projets, des collectivités. On ouvre cet espace, on gère l'espace pendant l'occupation transitoire, mais le but derrière, c'est aussi de penser à qu'est-ce que cet espace pourrait devenir. Bon, il y a différents modèles qu'on conçoit avec les clients, avec la communauté, avec les acteurs locaux, mais le but, c'est vraiment une visée de transformer les espaces vacants en immobilier plus collectif ou collectif. Donc, on parlait de l'esprit des lieux, on parle aussi de la préservation du patrimoine. Ce qui est intéressant à l'échelle du bâti, c'est que l'urbanisme transitoire, c'est pas un urbanisme qui va faire des grandes transformations du bâtiment. Donc, on est dans une protection par occupation où les travaux sont mineurs. Il n'y a pas de changement de zonage. On fait des travaux minimaux pour la sécurité et pour un minimum de confort pour les occupants. Donc, c'est vraiment des travaux légers. Je vais vous donner quelques chiffres, vous allez comprendre un peu plus. Et c'est intéressant quand on pense à cette notion justement de préserver, de garder l'authenticité du bâtiment. Donc, on ne travaille pas la façade. Ça ne veut pas dire que dans le projet périn, il n'y aura pas ce travail-là qui sera fait, mais au moins, on aura le temps d'y réfléchir, d'y penser, d'organiser des consultations, etc. Et pendant ce temps, on occupe le bâtiment, on finance la préservation de cette manière-là. Donc, il y a une étude qui s'est faite en Angleterre qui était très intéressante, qui recensait un bon nombre d'expériences d'urbanisme temporaire. Et là, on avait, au contraire de ce qu'on peut s'imaginer, ouais, je bouge beaucoup mes mains, fait que là, c'est un peu confusant. On va revenir à la slide d'avant. Donc, on se dit souvent, mais il faut que les bâtiments soient quand même en bon état. Mais en fait, on se rend compte que pas tant que ça. Il y a des occupations temporaires qui se font dans des bâtiments qui sont assez en mauvaise condition. Et les changements qu'on va faire sont souvent des changements, bon, je vous l'ai dit, de petite envergure, qui sont positifs et ou neutres. Et ce qui est plus pertinent encore, c'est que c'est souvent des changements qui sont réversibles. Donc, quand on parle de préserver le patrimoine, de protéger le patrimoine et de se donner le temps de réfléchir, parce que c'est souvent des projets de très longue envergure, donc ça, c'est vraiment intéressant comme donnée. À l'échelle environnementale, évidemment, bon, on réutilise des bâtiments existants. Quand on sait que le secteur de la construction et de la rénovation est un secteur extrêmement polluant, on sait aussi qu'un gros pourcentage de ce qui vient de ces activités-là est enfoui. Donc, il y a un impact écologique qui est très important aussi. Et pour la collectivité, ça a aussi beaucoup de bénéfices, notamment pour les propriétaires qui, bon, tout d'un coup, se voient allégés de certains coûts, de certaines complexités qui sont liées notamment au patrimoine, mais aussi juste à la vacance. C'est aussi important pour les occupants parce que souvent, on sait, là, il y a un manque d'espace aprimodique, surtout dans les quartiers centraux. C'est quelque chose qui est là depuis l'histoire de la ville. Et là, on ouvre en fait ces espaces-là. C'est aussi une possibilité de mutualiser, de partager, mais aussi de participer à un plus grand projet qui a un impact potentiel sur la communauté, un impact positif. Puis ça a aussi un impact sur les collectivités. On va retourner à celle d'avant. Sur la ville, l'arrondissement, mais aussi les voisins. Donc, les résidents, les commerçants, on réouvre un bâtiment patrimonial, on redonne accès donc à ces espaces-là, et en plus, on participe à animer un quartier qui va, parce que bon, un bâtiment vacant en amène souvent un autre, puis on a souvent des secteurs complets qui sont fortement touchés, puis en réanimant ces espaces-là, on réanime aussi le quartier. Voilà, donc on a une ouverture du bâtiment et on rassemble une communauté qui va influencer le projet pérenne, tester le projet, bâtir le projet. Donc voilà un peu le visuel de qu'est-ce que nous on fait chez Entremise. Donc transformer les bâtiments vacants en immobilier collectif à travers une occupation transitoire dans le but de projeter un futur projet. Et tout ça dans l'idée, évidemment, de participer à créer une ville plus solidaire, plus durable. Donc, grande vision. Et du côté pratico-pratique, nous, on fonctionne avec deux types de services
en amont de la gestion immobilière, qui est un service plus conseil, un service de gestion immobilière après coup. Mais je ne vais pas détailler là-dessus, mais le point important, je pense, c'est de dire que pour nous, il y a toujours un lien avec la communauté qui se fait dès le départ. Et dans tout le processus de gestion immobilière, les occupants sont très, très impliqués. Donc, ils sont eux-mêmes responsabilisés du bâtiment et du projet, à développer le projet à venir. Ça, c'est notre équipe, donc une équipe très multidisciplinaire. Les différents projets qu'on a faits dans les dernières années, donc des projets qui sont soit finis, en cours ou en démarrage. Et notre projet phare, donc un projet qui dure depuis 22 mois, qui durait 22 mois. Donc souvent, on parle transitoire, temporaire, on dit « Ah, mais c'est quoi cette temporalité-là? » C'est une temporalité qui est très subjective, mais nous, on fait des projets qui durent 2, 3 à 5 ans. Donc c'est un peu la visée du temps de notre travail pour vraiment pouvoir développer des projets qui ont un impact et qui sont pertinents pour la communauté. Le projet Young, c'est vraiment le projet qui nous a fait connaître. C'est un projet qu'on a fait en partenariat avec la Ville de Montréal, la Fondation McConnell et la Maison d'innovation sociale. C'était un ancien hangar de la Ville de Montréal qui a été transformé en espace de travail pour des... comme on était associé à la Maison d'innovation sociale, ça a beaucoup coloré ce projet-là, mais ce n'est pas dit que tous les projets auront ou ont cette couleur-là d'innovation sociale. Donc, au départ, pour ce bâtiment-là, on avait évalué, dans un audit proforma, on avait évalué que les travaux s'élèveraient à 1 638 000 et des poussières. Et Entremise a pris donc cet audit-là, ça fait partie de notre travail d'analyse du bâtiment, et on a réévalué le bâtiment en pensant à l'exploitation d'un usage transitoire. Et donc, les coûts, ils sont beaucoup moins importants, vous le voyez. Et là, on impliquait des interventions minimum, un plan d'entretien transitoire et un fonds de contingence prévisionnel. On va passer à la prochaine. Il y a eu 53 projets qui ont été soumis, donc ça montre tout l'intérêt puis la volonté de participer à un projet comme ça. 17 seulement ont été sélectionnés parce que l'espace n'était quand même pas si grand non plus. On a beaucoup travaillé avec la communauté locale pour sélectionner les occupants, et on s'est assuré que ces occupants-là avaient une synergie entre eux puis qu'ils pouvaient travailler ensemble, collaborer, etc. Et on a donc transformé ce hangar en lieu de travail convivial. En fait, c'est au 204 Young à Griffintown, pas très loin d'ici, en fait. Si vous voulez passer, vous êtes les bienvenus. Donc, voilà. Et comme je vous disais, dès le départ, on a implanté un modèle de cogestion dans lequel les participants, même avant de déménager, ont travaillé ensemble pour développer l'aménagement des lieux et après pour la gestion de l'espace. Donc, tout ce qui est gestion du budget, tâches ménagères, organisation d'événements, tout ça, c'est géré à l'interne par les différents occupants. Donc, à chaque mois, on se rencontre, on partage les tâches, etc. Donc, voilà un peu pour le topo. Puis, si vous avez des questions plus tard, ça va être cool. Merci beaucoup. Certainement, il va y avoir des questions parce que je pense qu'il y a quelques bâtiments qui mériteraient attention dans le secteur. Nous passons maintenant à la présentation de M. René Binette, qui est, comme je le disais tantôt, le directeur de l'Écomusée du Fier-Monde. C'est un musée d'histoire et un musée citoyen. C'est comme ça qu'ils se définissent. Monsieur Binette y est associé depuis 1980, quand même. Il est membre du bureau de direction du laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal de l'UQAM et membre du comité de mise en œuvre du plan d'action patrimoine de la Ville de Montréal. C'est un expert de la nouvelle muséologie et du patrimoine industriel. Il a obtenu plusieurs distinctions. Fellow de l'Association des musées canadiens, prix Barbara Tyler pour le leadership muséal et prix reconnaissance de l'UQAM. Alors, c'est pas rien. C'est une bonne université. Je suis passé par là. Alors, on vous écoute. Merci. Alors, donc, voilà. J'ai seulement 10 minutes et c'est un petit peu mon angoisse, un peu comme Joanne, sans doute, pour notre autre invité. Alors, oui, voilà. Alors, je vais vous faire le plan de ma présentation, je pense, se trouve sur la prochaine image.
J'ai toujours de la misère avec les manettes. Et là, s'il y a un problème, ce sera de votre faute. Alors, il faut regarder derrière, parce qu'en fait, la manette fonctionne pas très bien. Alors, quelques considérations générales sur le patrimoine industriel et ouvrier. On va parler un petit peu du quartier centre-sud de Montréal. C'est le quartier dans lequel se trouve l'écomusée. Mais ça va être une façon de parler de patrimoine, en fait, parler de l'écomusée, du concept de collection écomuséale. En même temps, je ne suis pas ici pour vous vendre un modèle, je vous parle de ce qu'on fait. Si ça peut vous donner des idées, vous inspirer, tant mieux. Voilà. Alors, de façon générale, puis c'est volontairement que j'ai ajouté le patrimoine industriel et ouvrier, c'est-à-dire que dans un quartier comme le Centre-Sud, c'est-à-dire que ce sont deux réalités qui sont tout à fait imbriquées, si je peux dire, et sans entrer dans le détail. Là, on est déjà, on attend pour passer à la suivante, c'est-à-dire quand même, il faut être conscient que l'intérêt pour le patrimoine industriel et ouvrier, c'est quelque chose de relativement récent. Hein? Je veux dire, après la Deuxième Guerre mondiale en Grande-Bretagne, au Québec dans les années 80, mais c'est aussi, puis je pense que c'est important de se le rappeler, c'est un changement dans la vision de ce qu'est le patrimoine, dans le concept de patrimoine. On ne considère plus comme patrimoine que des éléments exceptionnels qui ont une valeur esthétique extraordinaire avec une signature architecturale, des matériaux nobles, mais aussi on passe à des bâtiments du quotidien, utilitaires et de différentes classes sociales. Et le patrimoine, ben, c'est aussi bien sûr du bâti, mais quand on pense à patrimoine, il faut aussi penser aux paysages, aux ensembles, aux lieux, aux événements, à la mémoire. Joanne en a parlé, les personnages, enfin, il y a toutes sortes de choses qui sont matérielles et immatérielles. Alors, qu'est-ce que c'est dans un quartier comme le Centre-Sud, le patrimoine? On a vu sur l'image précédente une très vieille image, enfin, un plan qui nous montre l'ancienne ville de Montréal avec le tout début à l'extérieur des murs, le Faubourg Québec, le premier nom du quartier. Ce nom même de faubourg, hein, je veux dire, ça fait partie comme appellation, c'est une forme de mémoire, de patrimoine. Maintenant, ben, ce quartier ouvrier, quartier industriel, inauguration de l'usine McDonald Tobacco sur Ontario, près de Iberville, 1876. Alors, on voit à la fois l'usine, le bâtiment, mais aussi, hein, alors patrimoine industriel, le bâtiment et ouvrier, donc cette masse de gens de tous âges, de tous sexes, des hommes, des femmes, des enfants. Et donc, un autre élément important, Molson, bien sûr. Alors, Molson, qui est une entreprise qui va bientôt quitter le secteur, alors, mais qui a marqué ce quartier. Et encore là, ben, Molson a connu plusieurs phases de développement. Et là, depuis 1786, mais ce qu'il y a actuellement de Molson, il ne reste à peu près plus rien de 1700. Du tout début de la Molson. Alors donc, oui, il y a des bâtiments actuellement, mais il y a toute une mémoire, toute une histoire. On continue avec, des bâtiments aussi, bien sûr. Alors, certains du logement ouvrier, la maison, carré de bois, recouvert de briques, etc. On continue. D'autres usines, l'ancienne usine Uniroyal, d'ailleurs, qui a été rasée, en tout cas, toute cette section-là qui était magnifique a été rasée en 1996, si je me rappelle bien. Voilà encore là, donc, mémoire ouvrière, donc une usine dans la confection. Alors, encore là, toutes ces familles, ici, on voit nettement la présence de la main-d'œuvre féminine. Machinerie aussi, bien sûr. Hein? Alors, c'est la technologie aussi. Les machines font partie de ce patrimoine. Hydraulique machinerie, qui était sous le pont Jacques-Cartier. La laiterie Poupart. Alors, quand on pense à l'industrie du lait, on pense peut-être aux fermes, mais il y a une industrie laitière en ville, la transformation du lait, sa distribution, etc. Oui, bien sûr, qu'allais-je dire? Entre les entrepôts frigorifiques, on continue. Bain public, non, excusez, ça, c'est l'ancien siège social d'Andominian Oilcloth. Donc, les bâtiments industriels, mais aussi les bureaux. Télé-Québec a été installé dans cet édifice-là. La Grover, l'ancienne Grover sur la rue Partenay. Joanne parlait de corridor industriel tout à l'heure. Toute la rue Partenay, c'est un corridor industriel.
chose intéressante, cet édifice-là a été récupéré par des artistes, donc réutilisation, là où il y avait des lieux de production industrielle, lieux de création culturelle. La suivante, alors la mélasse, les réservoirs à mélasse, Faubourg à mélasse. Un autre élément du patrimoine, c'est cette appellation Faubourg à mélasse. La construction du pont Jacques-Cartier, donc un autre élément qui est dans le paysage, quelque chose d'extrêmement important. On continue. Je me rends compte que je prends déjà trop de temps sur la question de l'histoire et du patrimoine du quartier. Bon, les transformations récentes, on va continuer. Des événements, Week-end rouge, lors de la grève des pompiers. Alors ça aussi, ce n'est pas du matériel, mais ça fait partie de l'histoire et du patrimoine. J'allais dire, la photo est étrangement déformée par ailleurs. Bon, des choses plus récentes, alors c'est ça, de l'ancien avec l'arrivée de Radio-Canada. Et là, ben, vous savez qu'il y a une nouvelle relocalisation de Radio-Canada. Les événements et la mobilisation citoyenne, donc dans les organismes communautaires, ça aussi, ça fait partie du patrimoine et de l'histoire. Bon, alors maintenant, rapidement, la question de nouvelle muséologie, et là, je ne veux pas vous faire un cours de muséologie, mais juste pour expliquer rapidement qu'on est inspiré de ce mouvement de la nouvelle muséologie où de l'idée que le musée est un bâtiment, ben, dans l'écomusée, c'est plutôt un territoire, donc c'est l'ensemble du quartier qui nous intéresse. Que d'une collection d'objets qui est conservée par une institution, bien, c'est l'ensemble du patrimoine et de la culture qui intéresse un écomusée, et les visiteurs sont aussi des citoyens et des participants. Ce qui explique pourquoi l'écomusée, bien que nous soyons un musée, on s'intéresse à l'ensemble du patrimoine de notre secteur. L'image suivante, d'ailleurs, c'est ça. Hugues de Varine, un penseur qui nous dit « L'écomusée, c'est d'abord une communauté et un objectif, le développement de cette communauté. » Nous, notre philosophie, on s'inspire de ça. Et donc, cette participation, elle prend plusieurs formes. Vous avez, alors oui, cette fois, c'est l'ancien bain public qui est devenu l'ancien bain public généreux, devenu l'écomusée du Fier-Monde. Et donc, on voit une activité, d'ailleurs, celle-là, je pense que c'était justement dans le cadre d'une mobilisation citoyenne. On travaille beaucoup avec des organismes du quartier, on organise toutes sortes d'activités participatives, on continue. Également, musée d'histoire, musée citoyen, on récolte, on essaie de conserver la mémoire du mouvement citoyen. On a fait des collectes de mémoire là-dessus avec des organismes du quartier, donc des entrevues de certains de ces acteurs des années 60, 70 ou 80. Ça va être mon tour bientôt. Donc, de témoigner de ce qu'a été l'histoire de la mobilisation dans les quartiers. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose d'important. Ça nous a amené cette idée d'objet qu'un musée conserve à un patrimoine de l'ensemble d'un quartier qui nous intéresse, à développer le concept de collection écomuséale. Un musée s'appuie sur une collection, et la collection, c'est des objets dont il est propriétaire et qu'il conserve. Nous, à l'écomusée du Fier-Monde, plutôt en s'inspirant de cette idée de un écomusée, c'est une communauté, un objectif, le développement de la communauté, on se dit, notre collection, ce n'est pas que des objets ou des archives que nous conservons, bien que cela soit aussi important, mais c'est l'ensemble des éléments patrimoniaux, matériels ou immatériels qui détiennent une signification particulière et qui sont la cible d'un processus de désignation. Alors donc, notre collection écomuséale, ce ne sont pas des choses dont nous sommes propriétaires, mais des choses que nous désignons. Et donc, c'est ça, on fait plutôt un inventaire sur lequel le musée souhaite intervenir. Et ce processus de désignation, l'écomusée ne le fait pas seul, si je puis dire, on le fait avec la participation des organismes et des citoyens du quartier. Alors donc, qu'est-ce qui caractérise cette collection écomuséale? C'est du patrimoine matériel ou immatériel qui est relié à notre champ d'intervention ou à notre territoire. Ce sont des éléments représentatifs ou exceptionnels, donc ce n'est pas comme tout. Beaucoup de choses peuvent être intéressantes, mais on pointe un certain nombre de choses. Il y a un processus de désignation avec des organismes du quartier, avec des citoyens du quartier. On tente d'intervenir sur ces éléments, mais nous n'en aurons jamais la propriété, ce n'est pas ça l'objectif. On essaie de documenter, de mettre en valeur, de faire connaître, etc. On soumet à des conditions de catalogage et de documentation. On essaie de garder un dossier documentaire sur ces éléments.
Et comme je le disais, je pense que c'est la chose la plus importante, une des choses importantes, c'est que les acteurs locaux participent à ce processus, c'est-à-dire c'est pas nous autres c'est pas l'équipe de professionnels de l'écomusée qui fait ça seul, c'est les organismes du quartier. Par exemple, la Corporation de développement communautaire du quartier est associée à ce processus-là. Bon, voilà, la participation citoyenne, on peut être parrain d'un élément, enfin, c'est ça. Il y a des principes, la responsabilité patrimoniale, on n'a pas de propriété, mais on considère qu'on a une responsabilité, mais pas légale, patrimoniale, morale. La participation citoyenne, j'en ai déjà parlé, et l'idée de transmission, ce qui ne veut pas dire conservation intégrale, mais quand même l'idée de dire qu'il faut transmettre cet héritage. Voilà, alors on me dit, je voyais tantôt 2 minutes, donc je pense qu'on arrive à peu près à la fin. Alors c'est ça, c'est que la conclusion, voilà une image du bain généreux où se trouve aujourd'hui l'écomusée. Donc 1928, c'est presque un an après l'ouverture de la piscine. Voici ce que c'est maintenant. Voilà, alors puis je pense que ça se termine là. Ah oui, voilà, la conclusion. Ben oui, il y a une conclusion. C'est ça. Donc, en fait, je résume. Le territoire, donc, c'est au cœur du concept d'écomusée. Et donc, comme vous vous intéressez au réaménagement d'un territoire, je pense que c'est intéressant. L'idée de participation. Bien sûr, il y a des visiteurs à l'écomusée, mais aussi pour nous, le public, c'est des acteurs, c'est des citoyens. Et faire du patrimoine et de la culture des outils de mobilisation citoyenne et de développement, c'est-à-dire avec les organismes locaux, de voir, par exemple, avec la collection écomuséale, mais de d'autres façons, comment est-ce que le patrimoine, ça peut être un outil de développement pour notre communauté, l'écomusée étant un outil de développement. Merci. Merci. Oui, très intéressant. Vraiment 3 façons différentes de voir un projet de transformation d'un territoire. Un point, ce que je comprends, c'est qu'il y a dans le secteur, par exemple, Bridge Bonaventure, il y a des éléments à conserver, mais il faut aussi une cohérence entre les différentes particularités du secteur et que pour ça, ça prend un point fort, l'identité, l'esprit des lieux, vous avez parlé, mais qui définit l'esprit des lieux? Est-ce que ça va de soi, l'esprit des lieux, quand on se promène dans Bridge Bonaventure, c'est secteur industriel? Comment on le définit? Comment on l'identifie? Madame Burgess, peut-être vous pouvez commencer? Je pense que... Il me semble... Oui, ça marche, oui. C'est une des questions que je soulevais dans la conclusion de mon intervention. Je pense, et il me semble qu'un des problèmes, l'enjeu, c'est de définir le territoire. Si on veut parler de l'esprit du lieu, c'est quel lieu? Et je pense à un des échanges qui a eu lieu lors de consultations publiques antérieures, où c'est Dino Boumbarou d'Héritage Montréal qui posait la question de la définition du territoire. Et il disait, bon, qu'est-ce qui amène à cette délimitation du secteur Bridge Bonaventure? C'est sûr que moi, comme historienne, quand je regarde le territoire Bridge Bonaventure, je me dis, il y a le canal de la Chine. Et je me dis, il y a une logique canal de la Chine qui nous amène aussi à regarder l'autre berge du canal de la Chine. Et donc, quand je réfléchis, quand moi je pense avec ma connaissance et mes intérêts pour l'histoire économique de Montréal, j'ai tendance à regarder, à voir ce territoire Bridge Bonaventure comme un élément d'un territoire plus vaste. Et là, j'ai réfléchi à des éléments qui, pour moi, témoigneraient de certaines couches du passé de ce secteur. Mais en même temps, on pourrait regarder de plus près des sous-secteurs, même au sein du secteur Bridge Bonaventure, et dire, est-ce qu'il y a un esprit du lieu pour certains éléments particuliers? Bon, alors, il y a la question, quel territoire, si on parle, peuvent cohabiter sur un même territoire, différentes visions, différentes délimitations. Si je pense à Annette Viel, qui parle quand même dans une perspective d'interprétation historique, commémorative, muséologique, qui est plus facile, je pense, comme défi que le défi d'une intervention urbanistique. Parce que comme historien, on peut dire, mais regardez un certain nombre d'éléments
Et là, vous voyez une certaine logique. On va essayer, il y a une couche du passé. Quelles sont les traces qui restent de cette étape du passé? Il se superpose d'autres couches. On peut porter des regards multiples. Mais je pense que et on pourrait même réfléchir à comment l'esprit du lieu peut proposer un fil conducteur dans ces différents moments, différentes couches. Ouais. Mais lorsque vous choisirez, on choisira tous ensemble, forcément, il y a des choses qui vont être mises en valeur davantage. Et si on se projette vers l'avenir, il y a peut-être des identités ou des esprits, des éléments de l'esprit du lieu qu'on voudra privilégier. Madame premier élément. Ah oui. Je vais dire une dernière chose, parce que je sais que je parle trop longtemps, mais la deuxième chose, c'est que c'est sûr qu'on part maintenant des traces matérielles qui subsistent. Mais si l'esprit du lieu nous amène aussi à réfléchir à l'immatériel, mais dans l'immatériel, il y a tout un passé du travail des personnes qui ont résidé, des Goose Village qui est disparu, mais aussi des gens qui ont travaillé dans ces usines. Et donc, comment, et dans l'esprit du lieu, dans une interprétation muséologique ou d'interprétation de lieu patrimonial, on témoignerait de ça. Comment, à travers des gestes urbanistiques, aller au-delà des traces matérielles et qui sont souvent esthétiquement plaisantes, agréables, pour évoquer ou intégrer ces autres éléments de l'esprit du lieu. Et dans les traces matérielles, il y a des choses qui sont mal aimées, qui sont symboliques, et l'exemple du silo numéro 5, je pense que on a beaucoup d'exemples à Montréal, mais partout dans le monde. Mais le truc, c'est, moi, j'adore l'expression esprit du lieu. Je pense que c'est hyper pertinent parce que justement, avec le patrimoine, on a un discours très élitiste. Vous en avez parlé aussi. C'est ce qui est beau, le patrimoine, c'est ce qui est historique, c'est ce qui est qui a une teneur architecturale aussi. Et de plus en plus, on va dans une direction où on pense le patrimoine en termes de mémoire essentiellement. Je pense qu'on s'accorde là-dessus. Mais ce qui est intéressant avec l'esprit du lieu, c'est que l'esprit du lieu, ça se construit. Puis il y a des périodes où le lieu, il n'est pas aimé. Puis ça, on peut le considérer aussi. On peut le considérer aussi, ça a aussi une certaine valeur. De plus en plus, on a la nostalgie des bâtiments industriels, on a une revalorisation des bâtiments industriels, mais pendant 20 ans, ces secteurs-là, ils étaient à l'abandon. Puis là, il y a un moment dans le temps, c'est une mode, c'est une compréhension, c'est une appréciation esthétique. Puis là, ça marche, c'est un bon moment pour développer quelque chose. Mais je pense qu'il faut... en tout cas, ça c'est mon opinion personnelle, mais je pense qu'il y a un intérêt à voir le patrimoine de manière plus flexible, plus ouverte, qu'on utilise cet espace-là. Le musée, c'est génial, mais ça ne peut être que ça parce qu'on a un bassin patrimonial qui est trop important pour juste subvenir à des besoins muséals. Donc de penser l'esprit du lieu, c'est aussi d'essayer de ramener une utilité à ces lieux-là. Donc, de réutiliser le patrimoine industriel à des fins de nouvelles manufactures, la manufacturerie 2.0 ou ce genre de choses-là, pour l'innovation. Ça, c'est des trucs qui sont hyper pertinents. Puis là, c'est de repenser la mémoire des lieux en fonction de ce qui a été aimé, mais aussi de ce qui n'a pas été aimé. Donc là, on comble les trous un peu de l'histoire en faisant ça, je trouve. Puis c'est hyper pertinent comme concept pour approcher ce patrimoine-là. Et comment avec les besoins du présent aussi, comment on fait le lien avec les besoins du présent? Il y a eu un bain, je crois, qui est abandonné avant que ça devienne... il y avait une période où c'est plus ou moins inoccupé. Bon, on n'en a pas refait un bain, on a fait quelque chose, par contre, qui rappelle l'histoire du quartier. Mais est-ce qu'on aurait pu en faire une discothèque? Est-ce qu'on aurait pu en faire autre chose? Les voisins auraient beaucoup apprécié si ça avait été une discothèque. Ouais, c'est la première chose qui m'est sortie, je sais pas pourquoi. On fait beaucoup d'événements à l'écomusée. On essaie d'avoir des bons rapports avec nos voisins. Une discothèque, ça aurait été définitivement une très mauvaise idée. Mais oui, ça aurait pu être utilisé autrement. Et c'est clair, en même temps, je vous ai montré le bâtiment de l'ancien Bain Généreux. Comme institution muséale, on a besoin d'un lieu, hein, je veux dire, pour présenter nos expositions, assurer la pérennité de l'institution. Un musée, ça reste un bâtiment d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue des subventions de l'État. Mais bien sûr, lorsqu'on parle de collection écomuséale, et c'est un peu
dans ce sens-là, c'est-à-dire on ne va pas transformer l'ensemble d'un quartier et des éléments en lieu d'exposition. Je veux dire, c'est pas réaliste. Alors, bien sûr, il y a... Mais justement, l'idée de collection écomuséale, ou en tout cas de s'intéresser au patrimoine, c'est quand même de s'assurer d'un certain nombre de moyens pour conserver justement cette mémoire et ce que ça a été. Dans le quartier Centre-Sud, on vit à peu près le même processus que ce qui se passe ici, c'est-à-dire qu'il y a un PPU qui vient d'être déposé, il y a eu des consultations. Nous, on est allé défendre, on a été assez heureux de voir qu'au-delà de toutes sortes de préoccupations sociales, environnementales, etc., d'organismes du quartier, la préoccupation du patrimoine était aussi présente. On n'est pas les seuls défenseurs du patrimoine. Bon, et on est assez content de voir ça. On a comme l'impression qu'on a semé des choses qui donnent des résultats. Mais nous, on est allé défendre l'idée qu'il faudrait, dans le réaménagement du quartier, avoir une espèce de réflexe patrimoine, si je peux dire. C'est-à-dire, et réflexe patrimoine, ça ne veut pas dire tout garder en l'état ou tout faire des musées partout. Ça veut dire penser au patrimoine dans tous les gestes qu'on fait. Ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on peut garder, de quelle façon? Quand on fait du neuf, comment intégrer ça dans l'ancien, évoquer l'ancien? Quand on fait des places publiques, quand on fait de la toponymie, alors par les événements, par les personnages. Alors, il y a toutes sortes de façons, par des bornes d'interprétation, en tout cas, il y a toutes sortes de façons de s'assurer que lorsque dans 40 ans, on passera dans la Molson, qu'on sache qu'il y a eu une Molson. Hein, soif, qu'on puisse aller prendre une bière, peut-être. Ou même pas. Oui, entre autres, peut-être, mais je ne pensais pas qu'à cela. Madame Baillargeon. Mais je pense que le bâtiment dicte aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je veux dire, nous, quand on aborde un bâtiment, on sait que ce n'est pas tous les usages qui fit avec le bâtiment. Donc, il y a des bâtiments qui ont une certaine luminosité, qui ont des problèmes avec la température, le maintien. Il y a beaucoup de choses. Il y a la façon, le type de salle, le type de pièce, etc. Puis comme nous, on ne touche pas à ces éléments-là quand on occupe, il faut qu'on gère avec. C'est intéressant parce que ça nous pousse justement à dire, qu'est-ce qu'il y avait ici avant? Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Un petit exemple vraiment intéressant, on avait un projet dans un presbytère, toutes des petites pièces, des chambres individuelles avec un lavabo. Qu'est-ce qu'on fait avec ça aujourd'hui? C'est hyper intéressant. Puis là, on se repose la question, OK, mais qu'est-ce que ça voulait dire avant, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis souvent, l'histoire nous dicte un peu qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec. Puis c'est ça. Donc, est-ce qu'on peut faire une discothèque? Souvent, non. Mais il y a des espaces qui pourront nous le permettre. Ou un magasin, ou des usages privés. Parce qu'il y a aussi l'enjeu des usages privés et publics avec ces bâtiments-là. Je ne sais pas si c'est un réel enjeu. Ça dépend beaucoup de l'intérêt des propriétaires. C'est le financement. Mais je ne sais pas s'il y a tant un enjeu privé, public. Allez. J'allais intervenir sur un autre. Allez-y. En fait, je pense que quand vous parlez des usages, en fait, là, à cause de la désindustrialisation, on voit des bâtiments qui sont comme les derniers témoins de l'occupation industrielle de certains lieux. Mais le passé fait en sorte que tous ces sites ont connu une évolution. La Ogilvy qui est là aujourd'hui, en fait, a fait démolir des bâtiments qui étaient là auparavant. Les sites ont évolué, ils ont connu beaucoup de transformations. On a comme l'aboutissement de quelque chose. Et donc, comme je pense qu'il ne faut pas dire que tout doit être nécessairement conservé tel quel, mais en même temps, maintenant, ce sont les traces qui nous restent de ce passé industriel qui a été tellement important pour Montréal et pour ce secteur-là en particulier. Donc, la question, c'est quels usages pour l'avenir et comment faire en sorte qu'en changeant les environs, parce qu'ils vont changer, le passé soit quand même perceptible ou lisible d'une certaine façon, qu'on puisse quand même comprendre qu'avant, il y avait quelque chose qui nous a formés tous, nos générations antérieures, nos parents, nos grands-parents, etc. Donc, comment
garder la lisibilité ou la compréhension de ce qui était là avant, tout en comprenant que ça doit changer parce que le paysage a toujours changé. Alors, je pense que c'est ça qui est le défi. Puis comme historienne, c'est ça que je suis davantage portée vers conserver. Mais je comprends que le territoire doit changer. Mais en même temps, c'est de conserver la compréhension. Et donc, l'esprit des lieux, dans un sens, c'est aussi la capacité de comprendre les strates qui ont formé ce lieu, qui nous amènent à ce qu'on a aujourd'hui. Est-ce que vous serez d'accord qu'on passe aux questions de la salle? Et là, il y a eu une course au micro, mais je vous écoute, monsieur. Henri-Paul Bronsard, je suis étudiant en histoire. Madame Baillargeon, il y a 2 endroits où je m'interroge. Est-ce que beaucoup de ces biens publics, par exemple, je pense à l'hôpital Hôtel-Dieu, ce sont déjà des biens publics, mais qui ont été largement payés par le public. Et on se désintéresse de façon étonnante à des biens qui ont des valeurs très importantes. Et est-ce que vous allez vous intéresser à ce projet-là de qu'est-ce qu'on va faire avec l'Hôtel-Dieu et aussi avec, par exemple, plus près de chez moi, l'ancien édifice des Sourds-Muets. On a, c'est désaffecté et on a 2 magnifiques terrains de stationnement, alors qu'à l'époque, c'était des jardins qui suffisaient à l'entretien et à la nourriture de tous les pensionnaires qu'il y avait là. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de faire des jardins de façon intéressante? Et monsieur disait, on ne va pas faire de toute la ville un musée. Je pense que ça pourrait éventuellement être intéressant. On se promène en Italie et on marche dans une petite ruelle en France, à Paris, etc. Puis on dit, regardons, des gens ont eu le souci de conserver, c'est quasiment des musées aussi, d'une certaine façon, c'est conserver des lieux de mémoire, etc. Je pense que c'est tout à fait important, essentiel, et on massacre beaucoup trop. Merci. Bien, du point de vue de quelqu'un qui qui a étudié la question touristique. Oui, bien, c'est sûr que la muséification, ça a été quand même largement critiqué, notamment parce que les gens locaux, eux, très vite, ils sont submergés de touristes et puis finalement, ils sont comme exclus de leur territoire. Donc, puis ça, c'est quelque chose qu'on voit même ici. Et vous allez dans le Vieux-Montréal très souvent. Bon, mais vous êtes chanceux, mais la plupart des gens, ils vont pas très souvent, puis c'est très dommage, parce qu'au final, on perd un peu notre propre mémoire. Puis je pense que c'est là aussi, c'est essayer de faire de plus en plus, on va dans cette direction-là, d'essayer de faire un pont entre cette muséification, ce respect et une intégration à la vie quotidienne, puis développer un sentiment d'appartenance avec ces lieux-là. Parce que souvent, ce qui arrive avec les lieux qui ont été abandonnés, c'est que le sentiment d'appartenance, il n'est plus là. Puis les gens sont plus investis dans cette préservation. Mais comment on fait, puis ça, c'est un peu la question aussi qu'on se pose, nous, c'est comment on fait pour réinstaurer ce sentiment d'appartenance. Puis la première chose qui vient en tête, c'est l'ouvrir. C'est de l'ouvrir. La plupart de ces lieux-là, l'Institut des Sourds et Muets, personne n'est jamais allé, personne n'a vu l'intérieur. Comment on fait pour s'y attacher si on ne le connaît pas? Donc ça, c'est la première étape. Mais, juste un petit mot à ce sujet-là. La Société d'histoire du plateau a déjà invité les gens pour aller visiter l'intérieur des lieux. Et au lieu de ces stationnements, pourquoi régénérer des jardins? Ça serait merveilleux. Moi, j'y participerais, j'irais. Mais c'est sûr que là, à ce moment-là, la première partie de votre question, vous me la posez, mais en même temps, moi, je la poserai aux propriétaires, je la poserai aux instances publiques, parce que c'est sûr qu'Entremise ne peut pas juste dire, nous, on s'installe. Nous, en Europe, ça a commencé comme ça, l'urbanisme transitoire en Europe. C'est des initiatives spontanées qui ont été mises en place de façon relativement illégale au départ, puis après ça, mais nous, on a commencé d'emblée en travaillant avec la ville, ce qui prend plus de temps, mais qui nous permet d'avoir plus d'impact sur le futur des projets. L'Hôtel-Dieu, mais il y en a plusieurs autres, des ensembles hospitaliers conventuels à Montréal qui ont été délaissés avec
tout ce qu'on connaît de l'histoire religieuse au Québec. Mais il y a des pas qui se font. Il y a le projet des hospitalières qui est en cours, dont on fait partie. Oui, donc ça se produit effectivement. Ouais. Puis je pense qu'il y a aussi l'idée du réflexe temporaire. Et le temporaire, ça fait peur parce que d'emblée, on se dit, mais ça sert à quoi? T'sais, nous, le patrimoine, ça ne va pas avec temporaire d'emblée. C'est pour ça aussi que là, de plus en plus, on essaie justement de faire la vulgarisation pour dire non, mais nous, c'est transitoire. Puis le transitoire, justement, on s'est rendu compte des impacts négatifs du temporaire, notamment pour les occupants qui sont complètement évincés des projets durables. Et là, du coup, on dit, mais non, on s'investit, on anime, on rétablit la mémoire des lieux, tout ça, puis après, on reste. Donc voilà. Alors, on vous écoute, madame, au micro. Numéro, il n'y a pas de numéro. C'est à vous. Bonjour tout le monde. J'aimerais remercier tout le monde pour les discours et les présentations magnifiques. Donc, mon nom, c'est Johanna Avanitis. Je suis recherchiste en urbanisme. Donc, j'ai une problématique de la grande photo en grosse de développement. Donc, premièrement, ce concept de buy-out pour des raisons d'investissement, développement est contre l'éthique de la préservation et le patrimoine et l'esprit de lieu. Ça, c'est la première problématique. Donc, je vous donne comme exemplaire au Vieux-Port les maisons patrimoniales acadiens qui étaient achetés et convertis en bâtiments commerciaux et des entrepôts quand il y avait les bateaux qui rentraient pour déposer leur stock. Donc, le procès de industrialisation pour des entrepreneurs, nous autres, quand on est architecte, on considère le procès de développement un peu pourri. Contre la préservation et l'esprit d'anciennes des lieux. Donc, ça pose une inquiétude environnementale pour un environnement contaminé. Et quand ça se présente un concept de redéveloppement sur un lieu contaminé, la solution résidentielle n'est pas possible. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est offrir une solution, intermediate solution, pour offrir un lieu commercial des lieux et protéger un peu l'environnemental. Donc, dans ce cas ici, où l'étude qu'on fait présentement, le monsieur qui a fait présenter son projet de Lyon, on peut appliquer un peu le travail magnifique qu'ils font à Lyon dans le projet futur des lieux. Mais je vous donne juste... Juste pour arriver à une question. Je vous explique que le grand procès en réflexion développement, il n'y a pas un mariage entre ça qui est ancienne, la préservation des lieux, le patrimoine des lieux et développement. Les developers sont pourris. Donc, comme exemplaire, je voulais juste mentionner au Vieux-Port que ça qui nous laisse cet esprit et passé de lieu, c'est les mémoires qui font le musée Pointe-aux-Coyères, les symphonies portuaires qui datent anciennement. Oui. Ça réplique les bateaux qui rentraient avec le stock dans le printemps et aussi le marché public. Donc, la question que je pose, c'est une balance des deux, développement et aussi les comités de patrimoine. Je pense qu'il n'y a pas une corrélation entre les deux. Peut-être qu'on pourrait vous entendre sur la question des logements, des résidents. On n'a pas beaucoup parlé dans nos présentations des résidents. Là. Comment on fait? Est-ce qu'on peut, dans un territoire, contaminé, faire réintégrer des nouveaux résidents dans un secteur comme celui-ci, par exemple? Puis après, on va passer à la prochaine question. Peut-être vous avez une réflexion là-dessus? Moi, je n'ai pas d'expertise pour répondre
questions de ce genre-là sur la réintroduction de la Ça, c'est population. vraiment Mais nous, on est dans un spécialiste, hein, mais... Nous, on est dans un quartier, hein, ce dont je parlais, un quartier qui est un quartier résidentiel où, c'est ça, là, le bâti industriel, puis le résidentiel, puis le commercial, puis tout ça est comme imbriqué dans... voilà. Alors... Deux commentaires. Il me semble, lorsqu'on regarde la question de quelles sont les utilisations possibles du patrimoine industriel, puis on voit bien que certains types de bâtiments industriels se prêtent très, très bien à une reconversion en logement, en fonction résidentielle. Je pense à l'exemple d'Alphonse Raymond que j'évoquais, où il y a une partie qui est transformée en loft, en logement, etc. Mais c'est clair que d'autres types de bâtiments industriels, on pourrait prendre le grand hangar d'un chantier naval, bien là, le défi est d'une autre nature. Mais ensuite, je pense certains des grands projets qui combinent conservation avec développement nouveau ont cherché à intégrer des fonctions résidentielles sur le territoire. La question, est-ce que c'est en périphérie? Comment ça s'imbrique? Avec quel type de bâtiment? Quelles sont les contraintes? Mais je pense qu'il y a cette tension que vous évoquez entre conserver et développer, bien, c'est le cœur de tous ces projets de développement, de requalification, et donc le résidentiel, dans certains cas, mais de différentes façons, peut s'y imbriquer. Monsieur? Merci. Merci. Bonjour. Premièrement, mon nom est Daniel Pearl. Félicitations du travail d'entremise. Je trouve que c'est un travail très important pour la ville de Montréal. La question ou le sujet que j'ai senti peut-être qu'on n'a pas discuté encore ce matin, que je trouve peut-être le plus important dans un contexte de patrimoine industriel, c'est les infrastructures. Quand on regarde l'histoire de la canal La Chine, c'est vraiment la notion d'une infrastructure. C'est une infrastructure de transport surtout, une infrastructure d'eau, une infrastructure d'électricité. Et c'est tout le mémoire aujourd'hui qu'on devrait refaire nos infrastructures d'une autre façon, parce que ça ne répond pas à notre économie circulaire, ça ne répond pas à notre approche de boucler les boucles. Donc, je trouve que le sujet de comment nos bâtiments pourront travailler étroitement avec les infrastructures, pas juste du passé, mais de l'avenir. Et ça, c'est une dimension pour moi qu'on n'a pas tout à fait touché ce matin, et ça se peut parler de comment on traite les eaux sur place au niveau des questions de ruissellement au lieu de canaliser l'eau qui était l'attitude il y a 200-300 ans, la notion comment on va produire localement et comment on peut garder des compagnies qui sont importantes à l'économie circulaire de Montréal dans leur quartier, qui exigent toutes sortes de travail étroitement entre ces compagnies et tous les départements de la ville, et évidemment pour trouver une façon d'impliquer les gens du quartier. Donc évidemment, on parle de sécurité alimentaire, mais les questions d'eau peuvent être un mi-chemin entre les deux. Donc pour moi, oui, j'adore que vous avez discuté la participation citoyenne, mais pour moi, la deuxième partie, c'est une infrastructure qui appartient pas juste de top-down, mais de bottom-up aussi. Merci. On va prendre une autre question et avant, vous réagirez. Allez. Bonjour, Louise Constantin, Fédération des coops d'habitation du Montréal métropolitain. Alors, j'aimerais donner suite à l'intervention de M. Binette et peut-être aussi répondre à monsieur. Vous avez parlé de citoyenneté et de mobilisation. Souvent, quand on nous présente des projets de requalification, on montre avant, après, et c'est comme si ça s'était fait tout seul, de façon linéaire, souvent, je dirais, inspiré par des élites bien pensantes, mais ça met de côté souvent le fait qu'il y a eu de fortes mobilisations citoyennes qui ont mené à certaines requalifications. Puis rapidement, je vais donner 3 exemples. Milton Park, dans notre domaine, les coopératives d'habitation, on se souvient qu'il y a 50 ans, on voulait démolir ce quartier-là qui était à la fois un très beau quartier sur le plan architectural, des maisons victoriennes, mais qui logeait aussi des familles, des personnes à revenus modestes.
Et c'est grâce à la mobilisation des gens qui ont dû faire des manifestations, se faire arrêter et aller en prison, que finalement, on a pu préserver une partie de ce quartier-là qui sont devenus des coopératives et des organismes sans but lucratif en habitation et qui permettent à des ménages à revenus modestes de demeurer au centre-ville. Et pourquoi je cite ça? Parce que l'enjeu de toutes les requalifications de ces grands terrains-là, ça pose la question à qui appartient la ville et est-ce qu'il y a place aussi aux ménages à revenus modestes. Les consultations des faubourgs ont beaucoup mis ça en lumière, là, que les gens veulent demeurer au centre-ville dans leur quartier. Deuxième exemple, le bâtiment 7. Donc, ça, c'est un bâtiment 7 qui appartenait au CN, une entreprise ferroviaire dans le quartier Pointe-Saint-Charles, un peu comme Centre-Sud, un ancien quartier ouvrier. Mobilisation d'une dizaine d'années au moins des résidents pour récupérer ce bâtiment-là et le convertir, cette fois-ci, en plusieurs types de services et de commerces pour répondre aux besoins de la population, notamment sur le plan alimentaire avec la création d'une épicerie et d'ateliers de fabrication, métal, bois, etc., des projets pour les jeunes aussi. Et allez voir le site, là, c'est une multiplication. Donc, ça, c'est un exemple aussi de reprise, d'appropriation par les citoyens. Puis le dernier élément, c'est ce que vous avez soulevé, ce qu'on appelle les sites excédentaires, c'est-à-dire ces institutions publiques, principalement des hôpitaux. Et là encore, il y a une mobilisation citoyenne très forte. De l'Hôtel-Dieu, il y a des comités de logement et des comités de citoyens, différents organismes, dont le nôtre, qui revendiquent ce site-là pour l'habitation sociale et des services aux citoyens. Il y a l'hôpital de la Miséricorde, je pourrais en citer plusieurs autres, mais celui des sourds-muettes que vous avez cité, là encore, il y a une mobilisation pour récupérer ces lieux-là qui ont été financés par des fonds publics et qui devraient demeurer au service de la communauté. Alors, c'est pas vraiment de question. Mais merci de partager tout ça, l'importance des mobilisations citoyennes au moment des transformations des secteurs et peut-être vous connaissez ça. Je trouve que c'est une intervention qui est intéressante puis qui permet de faire le lien entre des mobilisations autour du patrimoine puis des mobilisations sociales. Souvent, ça se rejoint. Et quand on regarde je connais pas vraiment le secteur dont il y a des questions aujourd'hui, mais dans le quartier Centre-Sud, celui que je connais, quand on regarde beaucoup de bâtiments anciens, qui les occupent et font vivre ces bâtiments-là, je veux dire, c'est des organismes sans but lucratif, de toutes sortes. C'est des coopératives d'habitation ou d'autres projets de ce genre-là. C'est aussi des travailleurs culturels, des artistes, etc. Tout le secteur, parce que notre quartier est reconnu comme un pôle culturel, donc c'est aussi voilà. Alors donc tout ça, je pense que ça se tient puis je pense qu'à l'intérieur de ça, là, je referai puis l'idée d'avoir des occupations transitoires au travers de ça, je pense que ça peut être aussi une idée intéressante pour permettre à des gens qui sont déjà là, de garder un pied dans la place, de mettre un pied dans la place d'un bâtiment qui est inoccupé à côté. Je pense que ça peut se tenir. Deux mini-choses, peut-être, que je peux ajouter à Allez-y. ça. Puis après, on va... d'emblée, là, le bâtiment 7, pour nous, là, c'était tellement un projet fondamental. Puis, tu sais, on se dit, c'est incroyable le temps que ça a pris, l'énergie, l'argent, la mobilisation. Puis, nous, on rencontre beaucoup d'acteurs communautaires qui nous disent, mais nous, on n'a pas le temps de faire ça, gérer un immobilier comme ça en même temps qu'on développe nos services, puis tout ça. Puis c'est vraiment comme ça que nous, on a commencé, mais pas juste nous. Là, en Europe, il y a un courant qui est plus social dans l'urbanisme transitoire, puis c'est vraiment la visée. Et puis je pense que c'est fondamental, parce que je disais tout à l'heure, puis c'est mon dernier point, je disais public-privé, ça n'a pas d'importance, parce que le patrimoine, c'est notre mémoire à tous. Fait à partir de ce moment-là, oui, OK, le propriétaire, tout ça, mais ce qu'on essaie de préserver, c'est pas tant une question de propriété rendue là, puis c'est là où, fondamentalement, la place des citoyens, elle doit être prise en compte. Merci.
Là, on va faire quelque chose. Il reste une petite dizaine de minutes. Donc, si je veux garder ma job d'animateur dans le futur, il faut que vous m'aidiez avec des questions courtes, des commentaires rapides, et qui va nous permettre après de peut-être de faire. C'est ça. Et peut-être on va laisser les interventions qui restent et vous ferez un mot de la fin en essayant de répondre à des éléments des participants. Est-ce que ça vous convient comme ça? Alors, on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Constane Vincent, directrice de la Maison des Jeunes de Rivière-des-Prairies. L'intervention que je vais faire, tout d'abord, je tiens à remercier chacune de vous pour vos belles présentations. Merci, je vous félicite. L'intervention que je vais faire, c'est surtout qu'est-ce que j'ai vu dans le journal du quartier hier, le journal d'informateurs de Rivière-des-Prairies, dans lequel ils ont informé que comme il y a une sorte de pénurie pour les institutions scolaires. Donc, dans un quartier qui a plusieurs institutions muséales et industrielles, et en même temps qu'il y a des pénuries allez-y. Qu'il y a des pénuries d'institutions scolaires et également des organismes communautaires. Le taux des organismes, les taux des jeunes augmentent, le taux de la famille augmente, et puis il n'y a pas beaucoup d'espace pour les organismes jeunesse et famille. De plus, il n'y en a pas suffisamment pour les institutions scolaires. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un tel cas? Peut-être qu'il y a des exemples que vous pourriez donner plus tard. Madame. Oui. Merci de vos présentations. Merci de ces questions. C'est une question, réflexion qui retouche un peu certaines d'autres interventions. C'est que on vient d'entendre que les enjeux, est-ce que ça va avoir une vocation privée ou publique, ce n'est pas très important. Je viens d'entendre ça. Je suis vraiment pas d'accord. J'espère réécouter, peut-être reformuler cette façon de voir, parce qu'en même le moment que je l'ai entendu, j'étais en train de dire c'est très important de créer, articuler. Est-ce que cette retransformation d'un bâtiment patrimonial avec une certaine valeur patrimoniale, c'est très important de réfléchir. Est-ce que ça va avoir une utilisation, une vocation privée, ou est-ce que ça va avoir une vocation publique? Pour moi, c'est fondamental. Et j'espère certains des projets qui ont été évoqués dépassent le secteur de Bridge Bonaventure. J'espère fortement que certains de ces projets, surtout Royal Victoria, Hôtel Dieu, vont avoir des accès avec le public. On peut penser pas juste au musée, mais à Action Musée. Le musée devient un disco le soir. Mais musée, institut, lieu public où il va y avoir une utilisation forte et importante pour les personnes de l'extérieur de la communauté. Il n'y a pas tous les bâtiments qui peuvent être voués à une vocation publique, mais certainement, certaines doivent l'être. C'est vraiment fondamental pour la réflexion sur cette valorisation de patrimoine. C'est fondamental. Et aussi, en regardant le quartier, l'ensemble des bâtiments dans un quartier, certains vont avoir une vocation public ou scolaire ou muséal ou culturel, d'autres ne vont au communautaire et d'autres ne vont pas. D'autres vont être des logements, des entreprises, vont avoir des vocations privées, mais c'est essentiel et c'est primordial comme question. Ce n'est pas vraiment une question, c'est une suggestion de réfléchir la question. On est ici pour réfléchir ensemble. Nos invités sont là pour inspirer les réflexions. En bout de ligne, c'est vous qui allez participer à la consultation, qui allez déposer vos opinions. Avec Royal Victoria, il faut aussi respecter les critères dedans. Alors peut-être, est-ce que les panélistes veulent répondre? Après. Monsieur. Bonjour. Je respecte l'alternance. Non, mais j'ai vu que ça faisait longtemps que vous étiez debout. Merci. Mon nom est Daniel Chérubin. Je suis chargé de projet à Ville-Saint-Michel en santé. Donc, je travaille dans le quartier Saint-Michel. Pardon, je suis un peu trop grand. Okay. Oui, donc, Daniel Chérubin. Je travaille à Ville-Saint-Michel en santé. Donc, dans le quartier Saint-Michel. Je trouve qu'on n'a pas vraiment abordé une autre dimension du patrimoine industriel.
Montréal connaît beaucoup de carrières qui sont des espaces énormes et qui riches, mais qui ont une vocation aujourd'hui d'être utilisés soit comme dépôt à neige ou comme dépôt en matière résiduelle. Donc, ma question, c'est comment est-ce qu'on peut remettre ce genre d'espace, comment on peut les revaloriser, comment on peut les requalifier pour retisser le tissu urbain. Parce qu'on a, jusqu'à présent, je pense que la conversation a été beaucoup sur le patrimoine bâti et pas sur des espaces qui sont riches, en fait. Merci. Merci beaucoup. Madame. Oui, bonjour, Mathilde Falgueret, étudiante en urbanisme à l'Université de Montréal. J'avais une question plus par rapport à l'urbanisme transitoire. Comment est-ce qu'on vient l'usage transitoire qu'on vient définir à un bâtiment vient pas définir l'usage permanent? Comment vient pas comme un peu l'influencer, limite peut-être galvauder l'usage qu'on voudrait être permanent? Voilà, merci. Bonne question. Oui. Bonjour, Karine Triolet de la CDC Action Gardien à Pointe-Saint-Charles. Vous parliez tout à l'heure de respecter l'esprit des lieux, l'identité d'un quartier, d'avoir un réflexe patrimoine. Je peux vous dire que la centaine de citoyens et citoyennes qui étaient présents à l'OPA, l'opération populaire d'aménagement qu'on a fait en mai dernier, ce réflexe-là, ils l'avaient vraiment. J'avais juste envie de vous partager une idée magnifique qui a été soulevée par plusieurs personnes. C'était l'idée de récupérer notre pont tournant, le fameux pont tournant qui est maintenant enclavé entre les voies du CN et du REM, pour compléter notre réseau cyclable et piéton entre les deux abords du canal de la Chine. Donc je trouve que c'est une idée superbe et je voulais vous la partager. Voilà. Sinon, j'ai peut-être, si j'ai le temps. Temps, non, vous n'en avez pas, mais allez-y. Une préoccupation pour nos vues, notre paysage. On en a très peu parlé, c'est important. On est très inquiet d'entendre des propositions de construction à hauteur avec beaucoup d'étages. Il faut absolument encadrer les nouvelles constructions pour faire en sorte de préserver nos icônes industrielles et nos vues et nos paysages. Merci. Certainement, il va falloir aborder ça en mot de la fin. Et dernière question. Désolé, monsieur, mais je mets mon point sur la table. Oui. Bonjour, Claudie Balzac, Bâtir son quartier. Moi, j'avais une question. Je vous remercie pour toutes vos présentations. J'ai une question concernant l'usage transitoire. C'est quelque chose qui nous préoccupe pas mal parce qu'on a une phase amont pour le montage de nos projets qui dure relativement longtemps. Donc, ce que je voulais vous poser comme question, c'est la compatibilité finalement entre les usages transitoires et le cadre réglementaire, par exemple la réglementation d'urbanisme. Vous parliez tantôt d'utiliser finalement l'entrepôt de la rue Young, par exemple, pour en faire un espace de coworking, si j'ai bien compris. Vous parliez du presbytère tantôt et des petites cellules monacales qui pourraient être revisitées pour un autre usage. Ma question, c'est comment est-ce qu'on peut adapter, peut-être de façon transitoire, l'usage en vigueur actuellement à un usage transitoire qui préfigure peut-être la suite dans le projet futur, mais voilà, c'est un peu ma question de comment ça s'adapte avec le cadre qui existe. Alors, on va commencer le mot de la fin avec Madame Vallergeon, parce que vous êtes très populaire. Et allez-y. 3 points. 1, je me suis vraiment tirée dans le pied en disant cette phrase-là, mais ce que je voulais dire, c'est que pour moi, à tout le moins, ça n'a pas d'importance si le propriétaire est public ou privé. Quand on parle de patrimoine, c'est la mémoire de tous. Et ça n'a pas d'importance si ça devient public ou privé. Ça, non. Ça a une importance. Puis nous, entreprises, on veut faire des biens collectifs, donc on vise plutôt, à tout le moins, une partie des projets qui est communautaire et ou public. Mais effectivement, je voulais remédier à cette erreur de langage. Ensuite, vos deux questions sont proches, les deux. Donc, comment on fait? Bien, c'est sûr qu'il y a différents modèles. Après, c'est beaucoup du cas par cas. Mais c'est sûr que nous, c'est l'idée de base. C'est de dire, on entre justement
dans un espace avec le but de se donner le temps pour développer. Donc, on fait différentes activités, notamment des activités ouvertes au public où on vise à avoir l'opinion, construire avec les citoyens, les voisins, etc., le projet futur. Après, s'il n'y a personne pour porter le projet, ce ne sera pas Entremise qui va... Tu sais, Entremise, nous, on met les cannes à pêche à l'eau, puis on structure, on appuie, on aide, on fait des partenariats avec des acteurs qui vont être capables d'influencer. Ce n'est pas nous qui portons les projets pérennes à long terme, pas en ce moment en tout cas. Éventuellement, peut-être, sait-on jamais, mais pour l'instant, c'est pas ça la vision. Puis à partir du bâti existant, parce que ça minimise les coûts, notamment, puis parce que ça assure qu'on ne fait pas des transformations profondes à l'espace, au patrimoine, à la façade, etc., parce que si on décide qu'on le préserve, qu'on le restaure, etc., ben, il ne faut pas avoir fait des travaux majeurs au départ. Donc, d'emblée, on va prendre l'espace tel quel et effectivement, pas de changement de zonage, a priori, pas de changement d'usage non plus. Mais ce qui fait que, par exemple, dans un presbytère, ça peut être des espaces à bureaux, mais ça ne peut pas être ouvert au public. Ça ne peut pas être des espaces ouverts au public. On n'a pas le droit. Donc, il faut être inventif. Il faut être créatif, il faut développer des nouvelles idées. Puis c'est vraiment ça, notre travail. Donc, puis ça, on le fait vraiment en collaboration avec des porteurs de projets, puis on développe des idées à partir de là. Mais effectivement, c'est un bon défi, mais c'est un défi qui est hyper intéressant pour des aménageurs, des architectes, etc. Monsieur Binet? D'une part, sur la question de la propriété, il y aurait beaucoup à dire. Il y avait eu tout un colloque dont je me souviens sur la propriété morale du patrimoine industriel, des interventions, entre autres, je me rappelle Duc de Varine, enfin, que je citais dans mon PowerPoint, là, à partir de son expérience du Creusot-Monceau-les-Mines. Disons que ça pose un certain nombre de questions. À qui appartient le patrimoine industriel? En même temps, c'est des propriétés privées, mais moralement, à qui cela appartient-il? Oui, on pourrait l'élargir aussi. Enfin, nous, c'est une des raisons pourquoi, dans l'idée de collection écomuséale, on désigne des éléments sur lesquels on dit qu'on a un devoir moral, si je peux dire, mais on n'a pas de propriété. Alors, la McDonald's Tobacco, dont on a montré la photo, fait partie de la collection écomuséale de l'Écomusée. Mais bien sûr, nous n'en sommes pas propriétaires et la McDonald's Tobacco, on ne leur a pas demandé leur avis non plus au moment de désigner ça parce que c'est important. Puis je reviendrai peut-être aussi, on a parlé, les paysages, ponts tournants, autres éléments, les vestiges, les ruines. Joanne a montré un certain nombre de choses dans ses photos, c'est ça. Et moi, ça m'avait frappé en Allemagne, où il y a effectivement certains éléments qui sont tout simplement conservés. C'est-à-dire, il n'y a pas d'obsession de rentabilisation ou de réutilisation à tout prix. Hein? Et je ne dis pas que ça, c'est une solution à tout, mais dans certains cas, c'est comme on sécurise des éléments, on leur fait une interprétation pour s'assurer qu'on comprenne de quoi il s'agit, puis on les conserve, et ils sont là, et ils meublent l'espace, et voilà, c'est ça. Et ça, je pense que ça peut être par rapport au patrimoine industriel, où il y a justement des éléments complexes, immenses. Des fois, ça peut être une façon... C'est une façon de les préserver. C'est une façon de c'est pas l'abandon. On les préserve, on les... Mais ils vont mourir. On accepte que certaines choses, progressivement, disparaissent. Potentiellement. On vous écoute. Alors, je voulais intervenir sur la question soulevée à la fin, la question des paysages, des vues, qui est une préoccupation. Je ne me rappelle plus de la personne, c'est Madame à l'arrière. Alors, c'est sûr que quand on vit à Montréal, puis on est préoccupé par les vues sur le Mont-Royal, par exemple, cette question des perspectives, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Moi, quand je regarde le secteur de la Pointe du Moulin au Gaulleville, à partir du canal de la Chine, c'est sûr que cette question du paysage et du caractère iconique de certains lieux et le risque qu'ils soient qu'ils perdent leur statut, c'est quelque chose qui me préoccupe. Et donc, c'est pour ça que c'est un exemple, par exemple, de Granville Island que je donnais, où il y a cette question de la volumétrie, qu'il y a une sensibilité au niveau des ajouts quant aux volumétries d'origine, ou comment réfléchir à comment
si on doit densifier, si on doit ajouter, comment le faire avec un respect sans nuire à l'appréciation qu'on peut avoir de ces lieux qui sont des lieux fondamentaux pour nous tous comme point de repère, élément du paysage. En tout cas, si on aime, comme j'aime le silo numéro 5, on y tient beaucoup. Bon. Donc, c'est une question qui est importante pour moi. L'autre point, et donc la question de la volumétrie me semble fondamentale. Pour la question du public-privé, il me semble que si on pense au patrimoine industriel, Montréal a un tel patrimoine industriel, même s'il y a des éléments, on pense à ce qu'on perd, mais Montréal était une telle métropole industrielle avec une telle variété de lieux, c'est difficile d'imaginer que tous ces lieux-là puissent avoir une fonction publique. Et donc, il y a l'importance de sensibiliser des propriétaires privés à l'importance des lieux. C'est important, mais je pense aussi qu'on peut trouver des façons d'intégrer une dimension publique ou d'engagement public dans des projets qui peuvent avoir des finalités privées. Et là, je pense que l'exemple à Manchester, où il y a cette réflexion dès le début de comment faire en sorte que ce grand projet soit un chantier pour l'acquisition de compétences nouvelles pour des jeunes, pour la réinsertion au niveau du travail, que ce soit un lieu pédagogique avec des activités. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des créatifs dans quelle forme peut prendre une forme d'engagement public ou communautaire pendant le déroulement d'un projet et même après pour lui donner une pérennité. Voilà. Bien, merci beaucoup aux trois présentateurs, aux trois panélistes. Vraiment très intéressant. Je pense que les gens dans la salle ont été inspirés par vos réflexions, par vos travaux. Et maintenant, c'est l'heure de manger. Alors, je crois que c'est juste à l'extérieur. Non? C'est libre. C'est lunch libre. Bon, alors, bon appétit tout le monde.